Bonjour à tous. Je tiens à souhaiter une chaleureuse bienvenue aux participants de cette réunion et au public qui nous accompagne. Lorsque l'UNESCO a reconnu la date du 5 mai en tant que journée mondiale de la langue portugaise en 2019, nous avions l'espoir de réaliser avec nos pays frères de la CPLP un vaste programme culturel susceptible de diffuser une partie du riche héritage de la langue portugaise dans le monde. Nous avions prévu, entre autres, d'inviter à Paris les représentants de la Morna, du Bumba Meu Boi, du Maranhão et du Carnaval de Podence pour des manifestations culturelles qui ont récemment fait l'objet d'une inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Il est inutile d'évoquer en détail ce qui est arrivé par la suite. La pandémie a fait son apparition et nous avons été dans l'obligation de restreindre dramatiquement nos projets. Cette année, nous sommes encore un peu loin de la fin de ce cauchemar et nous n'avons toujours pas pu réaliser le programme dont nous avions rêvé en 2019. Cependant, nous ne pouvons pas laisser la date du 5 mai passer inaperçue. Comme vous le savez, le portugais est l'une des 9 langues les plus parlées sur la planète. Certaines statistiques la placent en 6e position, d'autres à la 7e, selon l'estimation du nombre de personnes dont c'est la langue maternelle, ce qui est toujours difficile à mensurer. En tout cas, nous sommes environ 235 millions de locuteurs, ce qui n'est pas peu. Mais ce qui est sans doute le plus important, c'est que ce bien linguistique commun s'est transcendé en un bien culturel, partagé par plus de 200 millions de citoyens, lesquels, qu'ils vivent en Afrique, en Europe, en Amérique latine ou en Asie, se comprennent non seulement entre eux, mais comprennent aussi les codes, les produits et l'esprit de la langue. À titre d'exemple, j'aimerais vous citer un extrait de l'un des textes que nous mettons en ligne après-demain dans le cadre de l'agenda culturel de ces célébrations, écrit par Vera Duarte du Cap-Vert. Des romans photos que nos parents nous interdisaient et nous adorions, nous sommes passés aux radionovelas et puis aux telenovelas qui ont conquis le monde et qui ont toujours été le loisir préféré des femmes dans les endroits où j'ai vécu. Comme vous pouvez le voir, cet exemple, le portugais s'apparente davantage à une langue dont la force est centripède plutôt que centrifuge. C'est une langue d'union et non de dispersion. Son utilisation renforce l'identité et les liens et stimule les interconnexions. Dans le cas du Brésil, elle a été l'un des facteurs qui ont consolidé notre cohésion territoriale à l'époque de l'indépendance, tandis que dans l'Amérique hispanique, les colonies se divisent en dizaines de nouveaux États indépendants. C'est cette force qui a promu l'assimilation de centaines d'ethnies et de langues indigènes et africaines pendant la période coloniale, au même titre que le sens commun de la nationalité qui fait, malgré les inégalités économiques, un citoyen d'origine indigène au cœur de l'Amazonie partage fondamentalement les mêmes valeurs qu'un descendant d'immigrants japonais à São Paulo. En outre, elle permet aux Brésiliens de se sentir chez eux, que ce soit au Portugal ou en Angola et vice-versa. Car, comme le dit l'Angolais Agualusa, pour un auteur africain, lire Jorge Amado, c'est revisiter son propre territoire. Sans doute, la force centripède qui nous caractérise conduit-elle parallèlement à une certaine introspection. Nous parlons la langue de Camões, de Fernando Pessoa et de Saramago, de Jorge Amado, de Machado de Assis, de Miyakoto,
de Pepetela, celle des chansons de Tom Jobim et Cesaria Évora, qui ont conquis le monde. Malgré cela, le portugais demeure dans l'ombre de l'espagnol si l'on considère par exemple le beau littéraire latino-américain des années 60. Malgré les grands artistes cités précédemment, beaucoup d'autres représentants prestigieux de nos 8 pays restent inconnus, limités parfois par leurs frontières ou par la frontière du monde lusophone, en raison précisément de la barrière linguistique. Il y a un manque de traducteurs, un manque de diffusion des connaissances, un manque d'entre guillemets ambassadeurs de notre langue. Nous devons donc faire ici un mea culpa et chercher des solutions. J'espère que les débats que nous débutons aujourd'hui pourront contribuer à cette recherche. Je crois de ce fait que le patrimoine linguistique laissé par le Portugal et transformé en patrimoine culturel grâce à la fusion des différentes matrices doit être montré au monde. La situation sanitaire couplée à présent aux conditions budgétaires découlant de la récession économique nous empêche encore d'exposer cette richesse au niveau qu'elle mérite et de la façon dont nous aurions souhaité le faire en 2019. Nous espérons néanmoins que les préparatifs de ces prochains jours permettront de susciter l'intérêt et l'enthousiasme de l'ensemble des participants pour cette langue à la fois riche et quelque peu négligée. Permettez-moi à présent d'évoquer les programmes de ces 3 prochains jours. Aujourd'hui, nous ouvrons la première session d'une série de 3 débats virtuels avec la participation d'universitaires et des représentants de la culture et de la littérature du Brésil et de la France. Le thème du débat d'aujourd'hui est l'enseignement des langues. Demain, la table ronde virtuelle sera consacrée à la traduction et le 5 à la langue et à la mémoire. Ensuite, nous aurons la satisfaction d'écouter l'intervention de l'ambassadeur Antonio Novoa, représentant permanent du Portugal auprès de l'UNESCO, pour la clôture de cet événement. En outre de trois débats, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le sous-directeur pour la culture de l'UNESCO, M. Ernesto Ottone, délivreront également un message à l'occasion de la Journée mondiale de la langue portugaise, qui sera publié sur les sites web de l'organisation. Dans les semaines à venir, la délégation du Brésil lancera une page web consacrée au portugais, destinée aux utilisateurs non lusophones. Le site en ligne sera disponible de manière permanente et proposera des textes littéraires et universitaires traduits en français, en anglais et en espagnol, des articles originaux, de la musique et des vidéos, ainsi qu'un espace consacré à l'apprentissage élémentaire des langues destinées aux enfants et aux adultes. Dans ce cadre, nous espérons pouvoir compter sur les contributions de l'ensemble de nos partenaires de la CPLP. Enfin, nous lancerons un livre électronique en français qui inclura les témoignages d'écrivains lusophones en différents pays concernant l'influence du Brésil sur leurs œuvres. Je termine à présent mon intervention et souhaite appeler les participants de ce premier débat consacré à l'enseignement du portugais qui sera divisé en 2 modules. L'enseignement du portugais dans les contextes multilingues présenté par le professeur Gilmar Müller d'Oliveira, chaire UNESCO en politique linguistique pour le multilinguisme, et l'enseignement du portugais comme langue d'origine en France, présenté par Madame Namíbia de Ana, Associação Herança Brasileira. Suite à ces 2 présentations, qui durera environ 30 minutes chacune, nous ouvrirons la session de débat avec une demi-heure de questions et de réponses. Permettez-moi de vous présenter les modérateurs du débat d'aujourd'hui, qui sont le professeur Karen Couto et André Martins,
lecteurs brésiliens en France. Finalement, bien que nous savons que tout ce format virtuel est devenu courant, il impose toujours des défis techniques considérables. Je me permets alors de remercier mes collaborateurs, Milton Coutinho, Fabricio Gonzaga et Alexandre Piana, pour leur support qui a permis la réalisation de cette rencontre. Merci à vous tous. Bonjour, je m'appelle Karine Couteau. Je suis lectrice de portugais à l'Université Sorbonne Nouvelle. Je travaille sur la diffusion de la langue et de la culture brésilienne dans cette université. Bonjour, je m'appelle André Chalauer. Je suis lecteur de portugais à l'Université Clermont-Auvergne et Clermont-Ferrand. Mon travail, c'est aussi d'enseigner et diffuser la langue et la culture brésilienne. Nous sommes très honorés d'être invités à la Journée mondiale de la langue portugaise pour faire la médiation des débats. Maintenant, je présente le professeur Dr. Jovan Müller, qui c'est notre premier invité. Le monsieur Jovan Müller est titulaire de la chaire UNESCO sur les politiques du multilinguisme. Il nous parlera de tendances de l'enseignement du portugais dans un environnement numérique en mettant l'accent sur l'expérience actuelle en période de la pandémie. Je passe la parole au professeur Jovan Müller. Good afternoon, everybody. I thank you very much for the invitation. It's an honor to be in Paris digitally for this event. I thank Ambassador Santiago Mourão, especially for the invitation. And my point today is to refer to higher education in Portuguese in multilingual context, connecting with very many discussions around the world on this topic, multilingualism. And that's an important term for governance and for all aspects of education. I begin greeting you from Florianópolis, from the Federal University of Santa Catarina. I will present some results of our research made in the context of the UNESCO Chair on Language Policies for Multilingualism. It's a network of 25 universities in 14 countries that work in 9 different languages and permit us to observe different aspects of multilingualism in different parts of the world and connected with different preoccupations of different countries. I divide my presentation in 2 parts. The first part will discuss the presence of Portuguese on the internet connected with a project financed by the Ministry of Foreign Relations of Brazil. And the second part will reflect on remote teaching in higher education in Portuguese, thinking on what is happening in remote teaching caused by the pandemics of COVID-19. So I begin with some considerations on the universities. We know that the attractiveness of universities will reflect on remote. The attractiveness of universities is connected with the capacity of producing science and technologies. So we can say that science is the engine of universities. And for science production, language is a factor of production and permits at the same time to organize the flows of academic capital. For this science production, internationalization is required, but for internationalization, we need multilingualism. And in this context, we can say that universities are always looking for ways of internationalizing their activities. And that is one of the main topics of this speech. If we observe the largest university systems in the world, we are going to see that most of them are monolingual,
Most of the teaching in China is in Chinese, in the United States is in English, in Brazil in Portuguese. India is maybe an exception. So these universities are mostly monolingual, but are looking for alternatives and looking for to enlarge their contexts of work. The pandemic of COVID-19 forced education systems to adopt remote education. Remote education keeps spaces of creativity for new interactional modalities and some experimentalism. It's not the standardized distance learning that we had before. And remote education has dramatically accelerated the ongoing teaching processes, including digital literacy of everybody working in universities and education systems. As an effect, understanding the presence of languages on the internet grows in strategic importance, of course, because if we are teaching in remote mode and we are dependent on the channels of internet, the special place that one language has in internet receives strategical importance. So I begin with some preliminary results of a project called a Study on the Presence of Portuguese Language on the Internet, developed with funding of the Ministry of Foreign Relations of Brazil, as I said, in the frame of the International Institute of Portuguese in Cape Verde, coordinated by our UNESCO Chair on Language Policies for Multilingualism, and executed by Daniel Pimenta, coordinator of the Observatory of the Linguistic and Cultural Diversity in the Internet. The conception of the project is to use as much and as varied as possible data figures from different origins to reach a large scope of applications and space of internet to have representative results, and to transform country figures into language figures. It's especially important because most countries, and Brazil is one case, do not produce official data on languages. We don't have a question in the Brazilian census asking the citizen what languages does he or she speak at home. We had it in the 40s and 50s of the last century, but today we have no official data of speakers of other languages in the Brazilian population. We don't know, for example, how many speakers of Spanish we have in Brazil. So we are dependent on foreign database like Ethnologue to transform country figures into language figures in the case of the Portuguese-speaking countries. Then we use statistics to derive meaningful indicators, and it's very important to pay attention to possible bias. There are many biases in this data, and they must be filtered. Three sources are important for this project. First one, the diverse internet figures per language and country produced by agencies that sell data for publicity, for example, like Alexa. They can feed the project with data on traffic, on percentage of the presence of speakers, and so on. The second data is from ITU, International Telecommunication Union. They provide data on persons connected per country. I don't know if our image is cutting my slide. If it's cutting the slide, maybe we can put the image in a different way. And the third one is demolinguistic data. This is data provided by Ethnologue, one of the biggest database for languages in the world. They provide the number of speakers of all languages as L1 and L2 in each country of the world. They collected this database along the many decades, and today they sell
this data on languages of all countries. It makes possible to produce 369 microindicators, 6 indicators: internauts percentage, contents percentage, usage percentage, traffic percentage, interface percentage, and indexes, and 4 macro indicators these are our main working instrument: capacity, power, gradient, and productivity. I explain in the next slides these macro indicators. And that permits us to come to these provisional outputs. The full preliminary results of this research will be presented in the 4th International Conference on the Portuguese Language in the World System that will take place in Cape Verde, in the International Institute of Portuguese, IL, 26, 27, and 28 May. And then the full results will be presented in August. What can we see in this table? First of all, there are no 9 countries that speak Portuguese, but in internet there are 44 countries that use Portuguese. That's the first result. This table shows the 50% most important countries. It means 22 countries that have relevant figures for using Portuguese in internet. Second aspect, we can see that Brazil concentrates 90% of all users of internet. That Portugal is responsible for 4.3% of the internet in Portuguese, followed by Angola with 1.7% and Mozambique with 1.6%. Then we see that France has some relevance for Portuguese. France is more important for using Portuguese in internet in these indicators than Cape Verde or other Portuguese-speaking countries. Not only because the many speakers of Portuguese in France, but because France has high levels of connectivity in internet. That makes a difference. It's important to note that these percentages are not made on the total population of the world, around 7.2 billion persons, but on the total number of speakers of the world. And it's important to see that 43.3% of people in the world speaks a second language. Around 40% of the population is not monolingual. So if we count speakers and not speakers of languages and not plain population, we arrive in a total number of 10.3 billion speakers of languages. This model output permits us to read that 3.1% of internet is in Portuguese from a world population of 2.5%, but only 67% of the Portuguese-speaking population is connected to internet, what generates a power of 3.2%, capacity of 1.27%, and gradient of 1%. Capacity means total content divided by the total number of speakers of the language. And gradient means the total number of contents divided by the total number of users of internet. The difference is relevant for analysis. Then we see that Portuguese belongs to a group of 5 languages that are disputing the 5th place on internet. And that demographic data is very relevant for foreseeing what's going to happen with these languages. So whereas Russian and German have a decrease of population, Arabic and Hindi have a very strong increase
in the population. And Portuguese stay stable because population is decreasing in Portugal and soon in Brazil. But this decrease is compensated by the increasing population that speak Portuguese and use Portuguese on internet in Africa, especially Angola and Mozambique. On Thursday, in the commemoration of the Day of Portuguese in the Mackenzie University in São Paulo, I will explore the demolinguistic tendencies for Portuguese till 2100, reflecting on what effects this demolinguistic change will have for the system of standards. What will happen with the standards of Portuguese when the population of Angola plus Mozambique will be bigger than the population of Brazil. If we take these categories like capacity or gradient, we see that in terms of capacity, the ratio between content production and number of speakers put Portuguese in the 28th place among the languages used in internet. In gradient, and for gradient, it means the ratio from content divided by the number of users of internet, 22nd place. So we can say that productivity of speakers of Portuguese is relatively low, and maybe we can foresee, results must be confirmed, that the speakers of Portuguese are more consumers than producers in internet. It has many economic implications. Internet can be a place where Portuguese-speaking countries lose money and not a place where they produce money because they are consuming internet products, for example. It must be confirmed in the final results of this research. And the connected rate is impacted by the very low figures in Africa, where the internet divide is very strong. And you know that UNESCO reflects on this divide on the IFAP, the Information for All program of UNESCO is worried with these connection rates in the countries. And we can see that the demographic importance of Brazil, with 90% of the connected people, makes from Brazil the most sensitive place for improvement of the presence of Portuguese on the internet. Some general trends can be explored. For example, many people assert that English is the dominant language on internet. The research shows that it's not true. 80% of internet was in English in 2000, 50% in 2007, 30% in 2017, and around 25% in 2021. What makes clear that English is coming to the level of the number of speakers, 18% of the world population. That's very important, not because the presence of English on internet is shrinking, but because other languages are growing very fast and becoming more and more important in this multilingual context. Another conclusion is that English is the language of the internationalized elites, but these internationalized elites represent a small number of persons. We can ask how much of the world population do represent these internationalized elites, and these internationalized elites is an inelastic number. It means it cannot grow up more than certain size. One reason is that many jobs in the internationalized sectors are disappearing. For example, in banking system, automation is closing many jobs.
Then we can see that Asian countries keep growing fast on the internet, that Arabic-speaking countries are especially growing very fast. Maybe the language that grows fastest in the world is Arabic. And as said, many African countries are still suffering acute digital divide. And at the same time, on the other hand, many OECD countries are reaching full connection rates. Here I come to the final point, is that this methodology permits us to see in what aspects Portuguese is strong on internet and in what aspects Portuguese is fragile on internet. It's very important for strategic planning for the presence of the language in internet. And we can say, of course, that internet will become more and more important for the future of the language. So if we take the positive aspects, we can see that file sharing, research, dating social networks, image social networks are the most important sectors or usage sectors for Portuguese in internet. And on the other hand, we have fragile situation in directories, professional social networks, text-oriented social networks, questions and answer sites, and so on. Here I would like to stress 2 points. First of them, research is the second most positive usage for Portuguese in internet. I would like to remember that Brazil occupies the 15th position in the among the science producers in the world, with almost 4 million citations in year 2020. And Portugal occupies the number 32nd, is the number 32nd in science production, with almost 1 million citations in 2020. 90% of this research in Brazil is made in public institutions, 69 federal universities, 40 state universities, and 40 federal institutes. But on the other side, we can see a bad indicator for Portuguese, and it's in the field of MOOCs, massive online open courses. It means for courses online. It's exactly the opposite figure for French. French was analyzed by Professor Daniel Pimenta last year, and French is very strong in online courses. Portuguese is relatively weak in online courses, although it is rich in research. This impact on research comes from the fact, among others, that countries as Brazil adopted open access instruments for science and publications. So Brazil has around 5,900 scientific journals and produce 16,000 doctoral theses a year. My university alone produces 600 doctoral theses a year. It's almost one thesis every 2 days. And they are for free, open in internet, all articles, all theses. And of course, with this strategy, impact is better. Researchers do not have to buy this material. They can get this material open and free. So before coming back to this connection between research on one side and MOOCs, online courses on the other side, I would like to finish this provisional conclusion, resuming that Portuguese belongs to a group of 5 languages that are disputing the 5th position on internet. That probably Portuguese will have the position 7 because of demographic changes that are happening. That the room for improvements in terms of increasing Portuguese capacity in the net is there.
and that Brazil represents more than 90% of the internet connected Portuguese speakers. What means that internationalization in the case of Portuguese is very different from internationalization in the case of Spanish, of French, of English. When we speak about internationalization, it does not mean the same for every language, but every language has a different story of internationalization. I will develop this topic tomorrow in the event commemorating Portuguese in the Institute of Portuguese in Asunción, Paraguay. The topic will be exactly what means internationalization in the case of Portuguese. In August, we are going to finish this project and we are going to have full figures and full conclusions for our strategic planning. Now, coming back to the connection between research and online courses, and repeating that our universities since the beginning of the pandemic are working full online. It means that in few weeks or few months, more than 500 universities had to change to online mode, have to learn to use platforms, to use Moodle, to communicate in a different way. And what I am going to show you is one attempt, one initiative that can mean the connection of our research with our practice in teaching in multilingual contexts and putting Portuguese in a new place in this context. So I bring you just one example from a discipline of the postgraduate program for translation studies in the Federal University of Santa Catarina. The discipline has the name Multilingualism and Translation and aims to answer the question, what are the relations between translation and multilingualism, how translation is a tool for multilingualism, and how multilingualism impacts the theory of translation, for example. But we organized this discipline in a new methodology created in our university. We call it OMIP. OMIP means Online, Multilingual, Multidisciplinary, Interinstitutional, and Pluricontinental courses. What does it mean? First, the course is totally online. So it brings the possibility that students and faculty are not in Florianópolis. They can be in every place in the world. Second, the discipline is not in Portuguese or in English, like in many cases, but the discipline uses as official languages 4 different languages: Portuguese, English, Spanish, and French. So we try to avoid this dichotomy between teaching in Portuguese or teaching in English, incorporating a multiplicity of languages as working languages for the course. Third, the course is multidisciplinary with faculty from different universities, incorporating different departments, different postgraduate tendencies and theories. It is interinstitutional because the members of our UNESCO chair participate in the course, and we use the MOUs, the Memorandum of Understanding that already exists between our universities, to make recognizing our discipline in other universities in other countries and the opposite. So we can say that through this methodology, we make with universities what Americans did with computers when computers were not connected to internet. Each computer worked alone, like our universities, and now we can connect the universities in a network, like was done with computers in the 60s. And finally, we can say this methodology is pluricontinental because it's incorporating different countries from different regions of the world, and it brings complexity because of time zone and other constraints put by this situation. What are the results? You see, the average number of students in a postgraduate discipline is around 12 students.
but we got the enrollment of 104 students in 12 countries. The half of these students are Brazilians, and the other half come from 11 different countries, from Mexico to Indonesia. That's the first change from using internet on teaching in higher education. Second, students speak 23 languages. So we can say we have created a multilingual community for teaching in higher education. And Portuguese, of course, takes part in this community. So this community use a repertoire of 4 official languages for teaching and reading, but can use other languages for research and for writing the essays and papers necessary for the discipline. So we can say we are applying a post-monolingual research perspective in the course. Here is the structure of our multilingualism. 70% of students speak Portuguese, 70% speak English, 50% speak Spanish, and 20% speak French. From 5 to 10% of the students speak Hindi, Russian, Indonesian, and Arabic, and less than 3% all other languages. Only 5.5% of students are speakers of Portuguese, Spanish, French, and English. So we have to create strategies to make the inclusion of students in a multilingual context, making possible that everybody understand the content, that everybody participates. So we have to create channels to make possible a multilingual communication in higher education. So we invited 15 lecturers or professors from 8 different countries. And we got the possibility to have professors from Indonesia, from India, from France, from Mexico, from Brazil, of course, from South Africa, from Russia, and other countries participating in the course. All of them members of the UNESCO Chair on Language Policies for Multilingualism. What makes extremely relevant to have networks, international networks like that, to make possible courses in this way. All Portuguese classes were interpreted in Libras, Brazilian Sign Language, and we have one class especially on sign languages that, of course, cannot be outside of the multilingualism we are building. Assessment of the discipline is to write an essay on the main topics using at least 4 classes in at least 2 different languages. So we got now 44 essays and we are going to publish in a book the 12 best essays. What means the discipline produces multilingual publications and erase the border between teaching, researching, and publishing. So to come to the end of my contribution, I would like to say that OMIP permits to give importance to academic networks for cooperation in different levels, to share installed faculty capacity. The professors do not have to be in the same university anymore. They can join efforts for building higher education. We can increase very much the number of students from different countries and regions, making the internationalization of the university a general and daily practice, creating the opportunity that all our students meet people from other countries, other cultures, other languages, and not only the small number of students that have scholarships to go abroad, or the number that receive foreign students that come to Brazil. We know that in Brazil, less than 1% is the average of foreign students in our universities. OMIP established the so-called research disciplines because
different research results are connected in a given topic. Universities make different research, of course, and they eliminate the barrier between teaching, research, publication, transforming the classes in publication, the assessment in publication, and so increasing the results of our work. The role of linguistic repertoires can be stressed because the participation of Portuguese in different linguistic repertoires open new doors, new markets for Portuguese. The use of repertoires, including Portuguese, avoids a zero-sum competition with languages of greater projection, which otherwise could acquire an hegemonic role, excluding Portuguese. That is frequently in many universities of the world, the dilemma: teaching in our language or teaching in English. And so we can change this point. Through the repertoires, non-traditional audiences are attracted to Portuguese and come into contact with the language for the first time. The participation in an OMIP course aroused the interest of students in learning Portuguese. And throughout the semester, the students' ability to understand other languages grew. We have a research on that topic, especially in the case of Romance intercomprehension, Portuguese, Spanish, French, because it's better with practice, as we know. Every language aspect is better with practice. OMIP courses have great potential for integrating ICTs, such as automatic subtitling, electronic translator, multilingual summarizers, or even booths for interpretation on the communication platforms. So artificial intelligence can help us very much in the improvement of the model. And up September, we are going to have new disciplines with this model, and we are going to try to have a clearer vision how to integrate technologies to help students learning the languages, and at the same time make content easier for those that do not speak all languages of the repertoire. So I try to bring you some few examples of how Portuguese is increasingly confronted with the themes of the 21st century, becoming a pluricentric international language and participating in multilingual repertoires open to the experience of a post-monolingual world. The question is, will we be able to take advantage of the opportunities open with remote teaching and new internet technologies, or will the weight of our past practices pull us back into the blackboard and chalk classroom like in recent past? I would say, it's my opinion, Portuguese-speaking universities are ready to provide this relevant language advancement in cutting-edge science and quality remote education on the internet, in line with the desideratus of the UNESCO Information for All program, IFAP, to whom our UNESCO chair is connected. But of course, for good results, strategic planning is required. Thank you very much. Nous remercions le professeur Dr. João Miller de Oliveira pour sa présentation. Nous aurons un débat après les deux présentations. Nous allons maintenant céder la parole à Madame Namíbia Diana, coordenatrice de l'association Herança Brasileira. Madame Namíbia Diana parlera de l'enseignement et de la transmission familiale du portugais en tant que langue d'héritage. Bonsoir à tous. Merci Karen pour cette introduction. Merci Julvan pour cette présentation passionnante. Je passe à la suite avec un sujet tout différent, mais aussi très lié au plurilinguisme et au pluriculturalisme, qui est la transmission des langues d'héritage, donc de notre langue d'origine, quand nous sommes dans un pays étranger.
Je me permets de partager avec vous une présentation que j'ai faite en portugais, donc on restera dans une présentation multilingue. Et je commence par expliquer peut-être à ceux qui ne sont pas à l'aise avec le terme, qu'est-ce que c'est que langue d'héritage. Quand on parle de langue d'héritage, on parle de cette langue qui est parlée et transmise essentiellement à la maison. Dans un contexte non scolaire, c'est cette langue qui est parlée par les familles qui sont des immigrants et qui donc essayent de garder cette langue vivante à l'intérieur de la famille quand tout un pays parle une autre langue à l'extérieur de la famille. Donc, on a cette notion de langue dominante et de langue minoritaire. Donc, dans ce cadre-là, pour nous, dans l'association, le portugais ici en France est une langue minoritaire pour laquelle les familles doivent faire un petit effort ou des fois un gros effort afin de garder cette langue vivante et d'assurer la transmission de cette langue aux enfants qui grandissent en France, donc aux enfants de culture brésilienne grandissant en France. J'insiste toujours sur le fait que une langue d'héritage, elle est difficilement enseignée, elle est toujours transmise. Je n'ai jamais trouvé un meilleur terme, même si j'ai déjà été critiquée par ce terme transmettre, ça peut faire penser à des maladies, mais la langue, elle est transmise naturellement. La langue, elle est transmise dès le ventre, à partir du moment où l'enfant est dans le ventre de la mère, il commence à apprendre sa langue maternelle. Et quand cette langue n'est pas la même que la langue de l'ambiant, donc la langue de l'environnement, on commence déjà avec un développement linguistique qui est particulier pour cet enfant. Donc cet enfant, il va recevoir 2 ou des fois 3 langues au même temps. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas parler d'enseignement, donc je préfère toujours utiliser le terme transmission d'un langue d'héritage. Une langue d'héritage, elle dépend donc de l'exposition que l'enfant va avoir à cette langue. Un enfant qui grandit en France, même s'il grandit dans une famille de Brésiliens, il va avoir peut-être 4 heures de portugais par jour, dans le meilleur des cas. Et plus il grandit, moins il est exposé à cette langue, bien sûr, parce qu'il va à l'école, parce qu'il a ses copains. L'adolescence arrive, il sort un peu de cet environnement familial. Et c'est la langue dominante, donc la langue du pays, qui va prendre le dessus naturellement. Et donc, encore une fois, c'est à la famille de garder, d'être l'ambassadeur de cette langue et de permettre que cet enfant puisse continuer à développer cette langue d'origine, cette langue familiale. Donc, la langue d'héritage est toujours une question de temps d'exposition et de contexte d'exposition au quotidien aussi, parce qu'on va parler de la différence entre la langue qui est apprise à l'école et la langue qui se développe au sein de la famille. Donc, on peut avoir, par exemple, des parlants de langue d'héritage qui restent avec une langue informelle, qui n'apprennent jamais leur langue dans un contexte scolaire. On a, par exemple, des exemples de Brésiliens qui faisaient alors en rédaction en cours de portugais des parlants de langue d'héritage, donc des parlants de famille brésilienne en France, mais qui arrivent à l'université, qui font leur rédaction avec un langage complètement informel et qui ne connaissent pas le portugais en tant que langue scolaire. Donc, on a toujours cette notion de différence de contexte.
Et quand je parle de langue d'héritage, je parle toujours aussi des outils qu'on peut avoir pour que ces personnes, donc ces parlants de langue d'héritage, puissent avoir accès à cette langue. La famille, bien sûr, en est un de ces outils. L'école en est un deuxième aussi assez important, on va en reparler. L'Internet aussi, pour faire le lien avec Gilvan, est un super utile pour que la langue puisse continuer à avoir du sens dans la vie de cet enfant qui grandit, qui passe par l'adolescence et qui arrive à l'âge adulte. Pour qu'il puisse continuer à pratiquer cette langue d'héritage, il y a donc différents acteurs et différents outils qui peuvent être mis en place. Et je cite toujours, quand je parle aux familles qui essayent de transmettre leur langue d'héritage à ces enfants, que personne n'a dit que ce serait facile. Donc, c'est jamais facile de maintenir une langue d'héritage, quel que soit le contexte, mais ça vaut toujours la peine. Donc, c'est toujours le message que je fais passer aux familles. Et aussi à tous les acteurs qui travaillent en langue d'héritage, qui travaillent auprès des enfants et qui ont ce défi de maintenir une langue d'héritage vivante. Donc, le portugais en tant que langue d'héritage, pour donner un petit aspect historique aussi à cette présentation, le portugais en tant que langue d'héritage, c'est une notion assez nouvelle. Elle est arrivée à partir du moment où les Brésiliens ont commencé à immigrer, où les populations au sens large ont commencé à immigrer. Donc, à la fin des années 70, on commence à parler de portugais langue d'héritage. Il y a eu un premier registre au Canada. Dans les années 90, il y a les premières études qui arrivent et beaucoup d'initiatives commencent à exister dans différents pays. Et en 2011, le gouvernement brésilien, à travers le ministère des Relations extérieures, a commencé à promouvoir des formations, donc à stimuler l'apprentissage et l'enseignement du portugais comme langue d'héritage à l'étranger. Ce petit premier extrait de ma présentation parle bien sûr du portugais en tant que langue d'héritage du portugais brésilien, donc de culture brésilienne. En France, on a une réalité qui mélange donc les deux origines de notre portugais. Donc, nous avons une population portugaise qui est très importante historiquement en France. Et nous avons une présence donc, du portugais européen en tant que langue d'héritage, qui est beaucoup plus ancienne, bien sûr, en France, à travers des mécanismes comme l'ELCO, l'ancien ELCO, enseignement de langue et culture d'origine, qui s'est transformé en EIL, enseignement international de langues étrangères, qui a toujours été représenté, qui a toujours eu comme représentant portugais l'Institut Camões, avec une structure de diffusion de la langue portugaise et d'appui à la transmission de la langue portugaise aux populations portugaises vivant en dehors du Portugal. C'est un institut qui est très fort, qui est très présent en France. Et le portugais aujourd'hui est enseigné dans les écoles françaises, comme vous le savez tous ceux qui sont installés en France, est enseigné en tant qu'option qu'option de langue pour le projet EIL, donc enseignement international des langues étrangères. Dans toutes les écoles, on peut demander à ce que notre enfant ait un professeur de portugais en dehors du temps scolaire. Ça, ce n'est toujours facile d'obtenir, mais les familles peuvent s'unir et faire cette demande. Et elles pourront avoir la chance d'avoir une réponse positive. En dehors de cet enseignement plus formel, on a toutes les associations brésiliennes. Donc, beaucoup d'associations ont commencé à se développer en France dès les années 90. Pour en citer quelques-unes, on a eu l'Institut Bian qui a fait un travail
vraiment remarquable dans les années 90 et début des années 2000. Ensuite, il y a l'association Sassi-Pelede, aussi historiquement très présente en France, qui fait de la diffusion de la culture brésilienne d'une façon continue depuis quelques années. Et nous avons créé en 2016 l'association Herança Brasileira dans le but de combler un espace qui était vacant. Parce que toutes ces associations que j'ai précédemment citées sont des associations qui avaient un focus plus dans le portugais, dans l'enseignement du portugais en tant que langue étrangère et dans la diffusion de la culture brésilienne à des étrangers, donc à des Français. L'association Herança Brasileira, au contraire, vraiment le but de l'association Herança Brasileira, c'est de travailler avec la communauté brésilienne qui est installée en France et qui souhaite transmettre le portugais comme langue et la culture brésilienne à ses enfants. Donc, nous sommes une association de familles qui regroupe aujourd'hui 70 familles, environ 70 familles brésiliennes installées en France. Et nous partons du principe, donc nos deux principes majeurs sont représentés dans ces deux phrases de Karine Roche et de Christine Hello. La première, Karine Roche nous dit que la politique de langage d'une famille, donc la politique linguistique d'une famille, qu'elle soit consciente, sous-consciente ou spontanée, elle est toujours la base de la transmission d'une langue d'héritage. Donc, notre premier guide dans l'association, donc notre premier principe, c'est que ça repose essentiellement, oui, la transmission d'une langue d'origine repose essentiellement sur les familles. Et Christine Hello nous rappelle donc que la transmission des langues au sein des familles mixtes, même si ces familles-là sont dans un milieu privilégié et bien cultivé, elle n'est jamais simple. Donc, transmettre une langue d'héritage n'est pas une question facile pour des familles aisées ou pour des familles bien cultivées. Ça n'est pas plus facile ni plus difficile que pour des familles qui ont des difficultés sociales. Et aussi, ce n'est pas non plus facile quand le couple est brésilien, quand il y a de l'appui de la famille brésilienne qui vient du Brésil. Non, l'équilibre pour la transmission d'une langue d'héritage n'est jamais simple et jamais facile pour les familles. Et c'est pour ça que notre association agit dans deux buts principaux. Le premier, c'est de créer des espaces où le portugais puisse être utilisé par les enfants de façon naturelle. Donc, créer des espaces où les familles puissent pratiquer leur portugais devant leurs enfants, donc où les parents puissent naturellement parler portugais entre amis, pour que ces enfants-là puissent être exposés à cette langue, qu'ils puissent comprendre que cette langue est une langue d'échange et qu'ils puissent comprendre aussi la force culturelle qu'il y a derrière cette langue et cette culture brésilienne. Donc, nos actions, au départ, elles se concentraient dans ces fêtes, donc ces réunions de famille, dans des ateliers culturels, où on donnait de l'espace aux enfants d'utiliser la langue de différentes façons, donc à apprivoiser cette langue portugaise à l'oral aussi bien qu'à l'écrit. Et une troisième déclinaison qui était le cours de portugais où cette langue rentrait justement dans la tête des enfants d'une façon plus scolaire. Donc cette langue dans le cours dans ce qu'on appelle, nous, dans l'association, le cours de portugais langue d'héritage, c'est un traitement plus formel de la langue que ce qui était réservé dans les deux autres exemples que je viens de vous donner. Mais au-delà de
de ces trois leviers destinés essentiellement aux enfants, nous avons une pratique beaucoup plus large et des actions très diverses qui ont été mises en place afin de faciliter cette création d'espace pour le portugais à l'intérieur des familles, à l'intérieur de la communauté brésilienne, et aussi dans le but de professionnaliser tous les acteurs qui sont fondamentaux pour cette transmission. Donc, nous avons bien sûr les familles dont j'ai déjà parlé, mais nous avons aussi d'autres acteurs qui sont très importants pour le maintien d'une langue d'héritage, qui sont par exemple les nounous, les personnes qui vont chercher des enfants à l'école, qui vont garder ces enfants ponctuellement pour les familles. Il y a aussi les professeurs, donc les enseignants de façon générale, que ce soit les enseignants de portugais ou pas. Les enseignants qui travaillent dans l'éducation française doivent être aussi sensibilisés à la présence des langues d'héritage dans leur classe et au respect de ces langues d'héritage-là, et dans le meilleur des cas, aussi à l'appui de ces langues-là, enfin, à la diffusion aussi de la présence de ces différentes langues dans leur classe. Donc, l'association, elle agit dans ces différents domaines à travers la création de matériel de sensibilisation qui est mis à disposition sur notre site. Donc, pour en citer quelques-uns, nous avons créé un répertoire d'activités qui est disponible pour l'instant uniquement en portugais pour faciliter justement aux familles et à d'autres acteurs comme des nounous de réaliser des ateliers, de réaliser les activités riches en transmission à la maison. Nous avons aussi ce qu'on a appelé des pilules de savoir concernant la transmission des langues d'héritage. Donc, ce sont des vidéos qui traitent des différentes questions liées à la transmission, des différentes difficultés rencontrées par les familles et par ces acteurs-là. Nous avons une bibliothèque en ligne où nous utilisons en fait une application de partage de livres en portugais. Comme ça, les familles peuvent échanger les bibliothèques qu'elles ont à la maison entre elles et ainsi garantir une exposition beaucoup plus riche aux enfants de livres en portugais. Nous avons réalisé beaucoup de conférences surtout en présentiel. Bien sûr, la pandémie nous a un peu rendu les choses difficiles, mais ces conférences-là, elles ont tendance à continuer. Et nous avons additionné donc à notre liste de types d'actions auprès des enfants, en plus des ateliers classiques et des cours, nous avons conçu une rencontre de familles et enfants. Donc, ce sont des moments de partage en langue portugaise pour des familles avec des enfants qui vont de 0 à 2 ans. Donc, je dis bien 0 parce que même les mamans enceintes ou les parents qui pensent faire des enfants sont des bienvenus à ces rencontres-là parce que là, on va traiter de toutes les décisions, toutes les questions, toutes les angoisses que les familles peuvent affronter pendant les premières années de vie d'un enfant bilingue à la maison. Un autre levier d'action très important de l'association, déjà depuis 3 ans, nous sommes à la 3e année du programme de support à la transmission du portugais comme langue d'héritage. Ce programme, il est réalisé avec l'appui du ministère des Relations extérieures à travers le consulat du Brésil à Paris.
Ce programme il se décline en différentes actions dans l'objectif de sensibiliser les familles, d'appuyer les familles, donc de donner du support à ces familles pour faciliter la transmission, mais aussi de professionnaliser, comme j'ai déjà dit, les acteurs, tous les acteurs qui peuvent être liés à cette transmission. Donc, c'est à travers ce programme-là que nous avons publié ce répertoire. Donc, vous voyez ici un petit exemple. C'est aussi grâce à ce support que nous avons mis en place des vidéos d'information qui sont disponibles sur notre site et diffusées aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux. Nous avons mis en place une formation en ligne qui est disponible gratuitement sur la plateforme Udemy. Cette formation, elle est destinée aux parents, mais à tout autre intervenant auprès des enfants qui ait envie de réaliser des activités en portugais dans le but de développer le portugais comme langue d'héritage auprès d'un enfant. Cette formation, elle dure 6 heures au total. C'est une formation complètement autonome. La personne, elle peut la suivre complètement en ligne. Et nous allons bientôt diffuser des unités didactiques qui peuvent aider des associations, des familles et d'autres acteurs à intégrer des contenus d'histoire du Brésil dans les ateliers ou les actions, d'autres actions d'enseignement plus formelles qui sont faites auprès des enfants. Donc, pour résumer, quand on parle de langue d'héritage, on parle bien de transmission. Cette transmission, elle commence dès que l'enfant est né ou même avant. Cette transmission, elle va ensuite être confrontée à l'apprentissage formel, à un apprentissage formel d'une langue majoritaire et aussi, si la famille en fait le choix, à l'apprentissage formel de cette langue d'héritage. Les responsables de cette formation, donc qui est responsable de la transmission d'une langue d'héritage? Je dirais toutes les personnes qui interagissent avec un enfant qui est issu de l'immigration, donc un enfant bilingue. À chaque fois qu'il interagit avec quelqu'un, il peut se poser des questions sur la valorisation de sa propre langue d'origine, il peut se poser des questions sur l'utilité de cette langue d'origine, et nous sommes tous responsables de valoriser cette richesse. Et toutes les personnes qui interagissent de plus près avec cet enfant et qui ont la possibilité de le faire dans sa langue d'origine, je dirais que ces personnes-là sont même encore plus importantes et plus responsables de cette transmission. Quand est-ce qu'elle termine? Donc, quand est-ce qu'il termine le travail d'apprentissage, de transmission de langue d'origine? Je dirais qu'il ne se termine jamais, parce que le bilingue parfait n'existe pas. On va avoir des grands jalons à traverser. Donc, le premier, c'est bien l'alphabétisation, donc la littératie. Quand cet enfant rentre dans la littératie, il est très important qu'il soit accompagné. Mais aussi, comme j'ai déjà cité, le fait qu'un apprenant de langue d'héritage puisse développer l'usage de cette langue dans un contexte formal est toujours un défi. On travaille beaucoup, quand on travaille en langue d'héritage, on travaille beaucoup avec des petits-enfants. On travaille plus rarement avec des grands-enfants qui doivent apprivoiser cette langue d'une façon plus formelle. Et ce n'est pas la même chose que d'apprendre une langue étrangère. Donc là, on a un grand défi d'un point de vue d'enseignement linguistique. Et je termine toujours mes présentations en me mettant à disposition des familles, des professionnels de langue, et en mettant aussi à disposition l'association Herança Brasileira, en vous disant comment est-ce que nous, on peut aider chacun
à faire bien son rôle dans cette responsabilité de créer les enfants multilingues de demain. Donc, je vous remercie de cette opportunité. Je vous laisse, je passerai cette partie, je vous laisse mes coordonnées pour ceux qui souhaitent rentrer en contact pour plus de détails. Et j'ouvre l'espace aux questions. Voilà. Nous remercions Madame Namibéane. Nous allons passer ensuite au débat. Nous aurons 30 minutes de questions-réponses. Et alors, si vous voulez faire des questions directement, vous pouvez les poser. Nous voyons ici sur le chat une question qui avait été posée par José Guiomard de São Paulo. Je ne sais pas si vous pouvez le Oui. dire. Bon. On a déjà noté. Ce serait peut-être une question ou pour le professeur Oliveira ou pour Madame Peixoto, Oui. selon la préférence de, si vous pouvez la lire. Oui. En anglais ou en français, professeur Gévon? Les deux? Votre micro est fermé. Your microphone is closed. Okay. Thank you. The question is in Portuguese, no? Yes. I'm not sure that our colleague José Guimar, should I answer in Portuguese or in English? The question is, how can public, how can municipalities participate or give support to promote Portuguese? Right? So when I was executive director of IL in Cape Verde, it called my attention the number of associations and associations, sectorial associations for promoting Portuguese. For example, the Association of Firemen of Portuguese-speaking countries, the Association of Judges of Portuguese-speaking countries, the Association of Capital Cities of Portuguese-speaking countries, and so on. So there is a rich set of organizations in sectorial environment that can help municipalities to give support for Portuguese. I suggest you look for these organizations and join your municipality. Try to include your municipality in all these possibilities. Yeah? There are very many organizations like that. For example, Association of Sports of Portuguese-speaking countries, or community radios, or arts, theater, and so on. And municipalities will have an opportunity to participate, I guess. J'aurais une question pour Madame Peixoto. À propos, bon, vous aviez dit que à partir de 2011, les ministères des Affaires étrangères avaient commencé à travailler avec les associations au projet des langues d'héritage. Donc, pour nous, ce serait important de savoir, du point de vue des associations, comment marche ce travail, quel serait le point qui devrait être renforcé, quel est le rôle des associations, quel est le rôle du pouvoir public. Tout ce feedback-là, pour nous, ce serait très important. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Merci.
Merci, Milton. Le feedback des associations dépend beaucoup du pays dans lequel elles sont insérées. De façon générale, je peux dire que depuis 2011, justement, on voit un intérêt grandissant du gouvernement brésilien envers des initiatives qui travaillent pour le portugais langue d'héritage. Cet intérêt du ministère des Relations extérieures, il se concrétise dans différentes actions. Donc, le support à des initiatives locales, comme c'est le cas de ce que je viens de vous citer, notre programme qui ne pourrait pas être réalisé sans le support financier du ministère des Relations extérieures. Ce support, il est aussi donné à d'autres initiatives qui existent dans d'autres pays. Mais aussi un support qui est plus de l'ordre de mettre ensemble les acteurs, les chercheurs, les spécialistes en langue d'héritage, de le mettre ensemble et de leur permettre de réaliser des guides, comme plus récemment il a été publié des directives pour l'enseignement du portugais comme langue d'héritage. Ça, c'est quelque chose qui a été apprécié comme un message positif venu du gouvernement brésilien envers toutes ces associations qui travaillaient chacune à sa manière, qui essayent tant bien que mal de travailler ensemble. Mais donc, cette action de donner de l'espace, un espace officiel pour que ces associations et ces spécialistes qui travaillent pour ce domaine puissent se réunir et publier du contenu utile dans la pratique pour ces associations. Ça, c'est quelque chose qui est très, très appréciable et qui commence à être fait de façon récurrente. Donc, le feedback, il est plutôt positif. Après, je disais au départ, ça dépend beaucoup de là où sont les initiatives. J'ai de la chance en France d'avoir toujours eu un consulat très ouvert, une ambassade, le secteur d'éducation de l'ambassade aussi toujours très ouvert à nos actions et à faire des partenariats, à réaliser des événements ensemble. Donc, ça s'est toujours très bien passé. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, malheureusement. So, I see other question. Oui, en fait, je voulais savoir quels sont les plus grands défis de l'enseignement du portugais comme langue d'héritage en France actuellement. C'est pour Namibia, Karen? Oui, c'est toujours pour Namibia. Alors, les plus grands défis, je dirais déjà, c'est une question très large parce que l'enseignement d'une langue d'héritage, c'est quelque chose il faut déjà qu'on trouve un espace pour le faire. Donc aujourd'hui, cet espace, il est essentiellement associatif. Il n'y a pas d'espace formel au-delà de l'EIL, comme je viens de citer dans ma présentation, donc du programme de l'espace que le programme éducationnel français nous donne. Le seul espace qu'il nous donne, c'est cet EIL-là. On n'est pas vraiment, en tant qu'association, on n'arrive pas à être représenté dans cet espace. Aujourd'hui, cet espace, il est occupé par des enseignants qui viennent soit de l'Institut Camões, soit ce sont des enseignants contractuels qui sont embauchés par le ministère de l'Éducation français. Donc, ce n'est pas un espace dédié aux langues d'héritage, c'est un espace qui est dédié à l'apprentissage du portugais comme langue étrangère aussi. Donc, aujourd'hui, l'espace, il est essentiellement associatif. Il n'y a pas de formalisation de cet espace, au moins de ma part, je ne vois pas une possibilité de formalisation de cet espace. Le deuxième défi,
ça serait, c'est lié au premier, c'est la question de la création de l'espace, c'est la question de la sensibilisation des familles. Donc, c'est la création de la demande aussi. C'est que les familles soient sensibles au fait qu'une langue d'héritage est importante pour le développement de l'enfant et que c'est à la famille de créer aussi cet espace. Donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'association de familles, on essaye de se présenter comme ça, un espace où les familles créent elles-mêmes cet espace. On n'attend plus que cet espace soit créé par l'éducation nationale ou par le gouvernement brésilien. On crée nous-mêmes en tant que famille un espace où cette langue puisse se développer. Ensuite, on va avoir le moment, et c'est là peut-être le grand défi, où cet espace familial, il collide avec l'espace scolaire. Donc, c'est encore comment continuer à enseigner le portugais à un enfant qui grandit en France, comment continuer à enseigner ce portugais formel à un enfant qui grandit en France. Donc, tout ça dépend aussi de ce premier défi qui est de montrer l'importance pour que ce soit fait, mais aussi, je pense que si nous, en tant qu'acteurs du portugais, nous donnions plus d'importance à notre langue et plus de pouvoir aux parlants de cette langue, ça serait cet espace serait d'autant plus facile à donner aux enfants. Donc, cet espace d'apprentissage formel, je veux dire. Merci. Bon, j'ai une question à poser au professeur Julvin. C'est que plusieurs annonces ont été faites par les biais des médias en montrant que le Brésil est le pays qui fait le plus de la diffusion ou disons la vulgarisation scientifique. Alors, pensez-vous que le portugais peut être considéré comme une langue des sciences auprès de cette constatation? Yes, of course. If you see the university systems in the world, you are going to see that less than 70 languages in the world are used for higher education. Less than 1% of languages are used for universities. Because in the world we have around 7,000 languages. So first, it's very concentrated set of languages. And second, Portuguese has a long tradition in universities. Also, Brazil has a very young tradition, whereas other neighbor countries have universities since the 16th, 17th century. We began with our universities only in the 20th century. But we did our homework because after the 50s, Brazil began to increase very decisively our structure for graduate courses and research with CNPq, CAPES, and other structures. And today we have the most complex system for graduate courses in Southern Hemisphere. And so our contribution, among the contribution of other Portuguese-speaking countries, Portugal has a very important position. Angola has created 6 new public universities in the last 10 years. There are Portuguese-speaking universities in Asia, as Macau, as the National University of East Timor. So we can say that Portuguese is ready to give to come to a new level of participation in this market of science, as I said. But of course, it depends on investment, and it depends on keeping the advantage that we got in the last half century. And I would not take it for granted, but today science is strategical for the countries and for the future. Thank you. Est-ce que je pourrais faire une question, poser une question?
Bien sûr. Hein? Bien sûr. Merci. Bon, d'abord, j'aimerais congratuler nos deux professeurs, Namib et Zilva, pour leur présentation. Zilva, do you understand French also? Yes, I understand. You understand, so I can continue French. Yes. But Yes. I thank you, both of you, very much. And I want to ask you a question, one for you, Gilvan, which is a little bit, we have seen the expansion of Portuguese in the internet and the importance of the internet and the Portuguese. Why is that you think that we have seen a so, let's say, good performance, quote unquote, in the internet, but on the other side, we see that literature, Portuguese literature, do not find the same space in the physical world. Is there anything that we can do about that? Are there ideas here that we can explore? I know that the question is a little bit big, and but if we can start discussing this issue, I think it's important. And pour vous, Namibia, merci beaucoup de votre présentation qui était très, très intéressante. Je suis absolument convaincu que le langage d'héritage est fondamental, et je crois que c'est une action que le Brésil et la communauté des langues portugaises doivent faire avec une grande intensité, surtout dans les régions où la diaspora lusophone est si grande comme aux États-Unis, en France, en Europe et d'autres parties. Mais il y a une question qui me frappe tout le temps, parce que la langue d'héritage, elle est profondément enracinée dans l'expérience des parents et de la famille. Et évidemment, comme vous l'avez dit très, très éloquemment, elle se transmet plutôt que d'être apprise d'une façon plus structurée. Et est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez aperçu que dans ce processus de transmission, il y a une influence croissante des langues du pays où cette diaspora est enraisée, elle est en place. Par exemple, ici en France, est-ce qu'on voit une interférence du français chaque jour davantage, plus forte, plus importante dans ce portugais et dans ces valeurs portugaises qui sont brésiliennes, qui sont transmises aux enfants? C'est ces deux questions, je crois que c'est un peu large, mais enfin, Zilva et Namibia. Thank you very much. Et merci beaucoup à vous deux. Je vous écoute. Merci. So, well, I would say literature represents always a small part of the totality of texts that circulate in a language. It's a specific field among many other fields. And maybe I could focus 2 points only. First one, we did not integralize in Portuguese a unified market for books and literature, in opposition to what happened to Spanish till short time ago. The book markets for Brazil and Portugal were divided in 2 parts. Sometimes we translated books twice, translated to Brazilian Portuguese and translated to European Portuguese. This divide of the market had consequences for the universalization of our production on one side. Now, if you take the Spanish, the market for Spanish, sometimes Spain was leading the book markets, sometimes Mexico was leading the market, sometimes Argentina was leading the market. It depends on the economic situation of the countries. But we had a divided market. It's beginning to be superated with the orthographic agreement.
and possibility that editor houses share this common market. It will be important for circulation of literature abroad. And the second topic is that our editor houses now are beginning to digitize the production, to have ebooks, to sell books in ways that can be received in other countries, bought directly from internet. So it will help the access. I remember when I was in ILP as executive director, there were many demands for books in East Timor or in Mozambique and so on. And you know, it's very expensive to transport books from one continent to other, very difficult to share, to deliver the literature. And so we hope that these results in internet can help to promote Portuguese-speaking literature, to integrate better the market. And we cannot forget, till some decades ago, our countries were very, very impacted from analphabetism. And it's very recent, Brazil only reached the so-called universalization of primary school in 1999, 1998. So it has impact in the reading strategies, reading policies, and access to literature in our countries. Thank you very much for this enlightenment. Namibia, est-ce que on peut écouter ces... Oui, avec plaisir. Oui, c'est très important ce que vous avez mis en avant, le fait qu'une langue d'héritage, elle va être très différente d'une langue maternelle, dans le sens où la langue maternelle, elle va se développer dans une région avec une culture spécifique. Quand on n'est pas expatrié et qu'on grandit dans un pays qui parle cette langue, on va grandir avec les aspects culturels et un accent et des expressions qui sont de cette langue locale. Donc, par exemple, je viens du Ceará, je parle cearense. Je vais parler cette langue, cet accent, et avec tout ce qui va autour. Mes enfants qui sont nés en France, ils ne parlent pas cearense pour deux raisons. Déjà parce qu'ils ont un papa pauliste, donc on a déjà deux Portugais du Brésil qui se confrontent à l'intérieur de la même maison. Donc, ils vont avoir tendance à parler un portugais un peu plus neutre, mais aussi et surtout parce qu'ils grandissent en France. Donc, leur portugais va être bien sûr influencé par un quotidien français, déjà. Pour donner un exemple simple, à la maison, même si on parle portugais, mes enfants vont dire « Está na hora do apéro ». Le mot « apéro » ne se traduit pas ou peu en portugais. Ce moment-là ne se traduit pas non plus, ce n'est pas aussi ritualisé qu'en France. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont faire que la langue d'héritage ne va plus être un portugais contextualisé régionalement, mais ça va être un portugais, ça va être le portugais de cet enfant qui grandit dans le contexte qu'il grandit, avec les références de portugais qu'il a dans son quotidien, et surtout la référence de cette langue française qui est très forte culturellement et linguistiquement parlant aussi. Il y a des constructions de phrases. Un enfant qui grandit avec le portugais comme langue d'héritage, il peut parler très bien portugais, mais on va très difficilement identifier l'accent d'où il vient, au Brésil. Il va peut-être avoir une structure de phrase qui n'est pas exactement la même que le portugais classique, donc il va avoir peut-être des fois des expressions un peu différentes, parce que c'est de la traduction du français vers le portugais. Donc, il y a des petites choses qui vont être identifiables, oui. Et il y a un dernier point que je voulais mettre en avant, c'est aussi le fait que cette langue d'héritage pourrait être davantage influencée par des Portugais d'autres origines que la brésilienne. On peut imaginer en France, on pourrait avoir beaucoup plus d'influence du portugais européen, mais on ne l'a pas.
Alors, c'est un phénomène culturel, c'est un phénomène institutionnel, je n'en sais pas encore. Ça fait 5 ans que je travaille en portugais langue d'héritage en France. J'ai eu des élèves, oui, d'origine portugaise. J'ai eu surtout un phénomène qui est très portugais, qui est le phénomène de la 3e génération. Donc, ce sont des Portugais, ce sont des enfants de Portugais nés et grandis en France, qui sont nés et qui ont grandi en France, qui ne parlent pas portugais et qui souhaitent que leurs enfants parlent portugais. Donc, j'ai eu ce cas-là dans l'association, différentes familles qui sont venus vers notre association parce qu'ils voulaient que leurs enfants aient le contact de la langue qu'eux-mêmes n'ont pas eu comme langue d'héritage. Ils voulaient relier avec la langue portugaise. Mais voilà, c'est un phénomène que ne s'explique pas. Il ne s'agit pas d'une résistance. Je dirais que de façon générale, les personnes, les initiatives que je connais, les spécialistes que je connais qui travaillent pour le portugais langue d'héritage sont tous très ouverts à la diaspora de langue portugaise, très ouverts à l'enseignement du portugais comme langue internationale et pas simplement comme une langue brésilienne ou portugaise. Mais en France, particulièrement, on n'a pas encore réussi à avoir une union vraiment forte avec le portugais européen. Merci, merci. Et s'il faudrait décider disons comme ça, une politique de diffusion et de la langue, serait mieux de le faire, ce n'est pas excluant évidemment, mais serait mieux de le faire dans le volet de la langue d'héritage, ou serait mieux d'insister sur la seconde langue, par exemple, l'apprentissage formel de la langue, dans ce contexte que vous nous présentez. Pardon, je n'ai pas compris le début de la question. Il y a eu une coupure. Si on veut disséminer davantage la langue, et dans un contexte comme celui-là, on travaillerait plutôt sur l'idée de la langue d'héritage ou de l'apprentissage formel de la langue comme une seconde langue ou une première langue de portugais pour les franco-portugais, franco-brésiliens, franco-capverdiens qui puissent habiter en France. Je pense qu'il y a des deux. Je pense que l'importance de la langue d'héritage est là où on perd peut-être des parlants de portugais en potentiel. Donc, quand on parle de langue d'héritage, c'est un domaine dans lequel on est en train de perdre des potentiels parlants de portugais pour des raisons simples, pour des raisons des fois un peu bêtes même. Il y a des familles franco-brésiliennes qui ne transmettent pas le portugais à leurs enfants parce que c'est un peu compliqué ou parce que le parent français ne valorise pas le portugais ou parce que la famille décide que cette langue n'aura pas d'utilité ou parce qu'au premier obstacle, tout simplement, cette famille décide de ne plus transmettre la langue à l'enfant. Donc ça, je pense que c'est vraiment dommage d'un point de vue de la diffusion du portugais, mais aussi d'un point de vue et surtout du développement de cet enfant, qui ne va pas avoir le contact avec la langue maternelle de sa mère ou de son père, donc qui aura forcément une communication réduite, une communication limitée avec ce parent-là. Parce que même si on parle très bien une langue étrangère, elle ne sera jamais notre langue maternelle. La diffusion des émotions, la transmission des émotions, la transmission des états d'esprit, ça ne se fait pas aussi naturellement dans une langue étrangère. La relation mère-enfant ne peut pas se faire dans une langue étrangère, à mon avis. Donc, éviter ou proscrire une maman de pouvoir parler sa langue maternelle avec son enfant,
c'est quelque chose d'assez cruel de mon point de vue. Et l'enfant aussi, et du point de vue aussi de la culture de cet enfant, parce que j'ai envie de dire, et je le dis souvent, c'est des petits Brésiliens qui sont en train de se perdre. Des petits Brésiliens qui pouvaient apporter tellement au pays, de par son bagage multiculturel aussi, pourraient beaucoup apporter au pays en retour, dans un potentiel retour. Dans le monde pluriculturel et multilingue dans lequel on vit, ça serait dommage de perdre ce parlant de portugais-là. Donc, je pense qu'il y a de l'effort à faire des deux côtés. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Christophe. Alors, j'ai une dernière question à poser à Madame Namibia Diana. Et en lien avec la thématique exposée par le professeur Gilvan Miller de Oliveira, la pandémie a-t-elle changé le quotidien de l'association Herança Brasileira? Avez-vous eu des modifications des modalités d'enseignement, par exemple les ateliers? Oui, beaucoup. Ça a eu un impact énorme dans notre activité, qui était essentiellement une activité présentielle. Présentielle pour différentes raisons, parce qu'on a le plaisir de se retrouver, parce que les enfants interagissent beaucoup plus facilement, surtout les petits, en présentiel. Et la pandémie, ça nous a pratiquement arrêté, ça nous a fait arrêter des activités festives. On a fait des efforts de continuer des ateliers en ligne, donc de faire des ateliers via des plateformes Zoom. Des efforts qui ont été acceptés de façon mitigée par la communauté. Il y avait une partie qui était très enthousiaste. Ça nous a permis de toucher plus de personnes, de toucher des personnes dans un rayon plus large. Au lieu de se concentrer dans l'Île-de-France où nous sommes installés, nous avons eu donc d'autres familles dans d'autres régions qui ont été touchées. Donc, il y a des petites pousses d'Herança Brasileira qui grandissent peut-être à d'autres endroits de la France grâce à la pandémie. Mais aussi le fait de réaliser des activités avec des enfants en ligne, avec des enfants qui étaient déjà en train de suivre leurs cours d'école en ligne, ça nous a fait vraiment perdre beaucoup d'adhérents, parce que nos adhérents restent là, mais l'exposition de nos enfants adhérents à la langue portugaise a été bien sûr pénalisée, parce que certaines familles ont fait le choix d'arrêter des activités parce que ça faisait trop d'écran, parce que ça faisait trop de temps devant l'ordinateur, et ils ont préféré mettre le langue d'héritage entre parenthèses pendant cette période-là. Donc, oui, l'impact a été très important. Merci. Juste pour dire, il y a Vanusa Brasil et le professeur Alexandre Pilati de l'Université de Brasilia qui félicite l'initiative de l'UNESCO pour l'excellent débat promu pour la Journée mondiale de la langue portugaise. Alors, si on n'a pas d'autres questions, moi j'aurais une dernière question. C'était bon, j'avais posé une question à Namibia, maintenant j'aimerais en poser une aussi au professeur Oliveira. Un peu pour essayer de faire peut-être un pont entre le travail de nos deux conférenciers d'aujourd'hui. Ce serait de savoir du professeur Oliveira. On avait écouté Namibia nous parler du portugais comme langue d'héritage, de cette expérience fantastique que c'est une aventure qui se déroule aujourd'hui dans plusieurs pays du monde,
nos citoyens avec leurs enfants, etc. Et la question me vient naturelle. Quel est l'espace que l'académie, l'université pourrait dédier à l'étude de cette question? Est-ce que le monde académique est en train de s'occuper de cette grande expérience que nous voyons aujourd'hui? Merci. My microphone was closed. We can say that all these categories in what we classify languages for the work, heritage language, host language, foreign language, second language, memory language, all these categories were developed in universities to make a connection between situations, sociolinguistic situations where the languages are. It's different to speak Portuguese in France and to speak Portuguese in Uruguay, for example. To make a connection between the sociolinguistic situation of the language and the language policies in that they are involved. So these concepts developed in the area of applied linguistics or language policies, they help us to develop methodologies specifically for specific situations. So, for example, I comment host languages, língua de acolhimento. It's the opposite of heritage language in a certain degree. It's not Portuguese for Brazilians in France, but it's Portuguese for foreigners that are in Brazil, that are in the Brazilian context. So universities develop very many research on all these topics, border languages, migration languages. And we have in Brazil diverse language policies in course where Portuguese is taught in different connections. And not only Portuguese, but the other languages that are spoken in Brazil. You know, in Brazil are spoken 180 different indigenous languages. And the Brazilian citizens speak 56 migration languages. For example, German. German will commemorate in 2 years, 200 years of Brazil. So German is uninterrupted, spoken by Brazilian citizens since